Démocratique du Congo pour commencer, le réseau humanitaire mondial CARE appelle la communauté internationale à assurer la protection des femmes et des filles dans l'est du pays. Selon l'ONG, les violences affectent plus de 320 000 personnes, dont 200 000 déplacés en RDC ou dans les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles, un problème qui empire en RDC, nous dit Yao Douvon, directeur de CARE au Congo-Kinshasa. Nos informations ont été tirées du terrain en discutant avec les communautés et en discutant aussi avec les centres de santé qui accueillent les femmes ou les filles déplacées ou affectées par la crise à l'Est et qui montrent que de plus en plus il y a des femmes et des filles qui viennent pour se faire soigner. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque de telles inquiétudes et des appels ont même été lancés dans le passé. Alors que reste-t-il à faire d'après vous? Non, je pense qu'il faut toujours insister sur ce message. C'est pas la première fois, mais il faut insister pour que les communautés internationales puissent comprendre et entendre et agir avec beaucoup plus d'énergie pour que ce phénomène soit pris en compte dans toutes les interventions. C'est clair, il y a des choses qui sont faites déjà, mais je pense que comme le phénomène continue, il est important d'insister pour que ce soit pris en compte plus sérieusement. CARE lance un appel à la communauté internationale. Quelles sont les actions concrètes que doit prendre la communauté internationale? Je pense que c'est important pour que la communauté internationale puisse faire pression sur les parties en conflit pour le respect des droits des femmes et de ces filles et pour que cette arme de guerre ne soit pas utilisée. Et il faut également que cette pression aille à l'intention du gouvernement pour que le gouvernement puisse agir et relayer ce message pour faire la pression au niveau des belligérants. Et bien sûr, il faut également mobiliser plus de ressources et porter plus d'attention sur les ressources, l'allocation des ressources pour les acteurs humanitaires puissent avoir les moyens pour répondre à ces besoins des femmes et des filles affectées par ce phénomène. Yao Douvon, directeur de CARE en RDC, joint à Kinshasa. Pendant ce temps, Nord Kivu, commémoration hier de la Journée mondiale de la jeunesse, sur fond de recrutement des jeunes au sein de l'armée régulière et dans la rébellion du M23. L'Assemblée générale des Nations unies a choisi comme thème cette année « Construire un monde meilleur en partenariat avec la jeunesse ». Pourtant, la guerre au Nord Kivu déstabilise des milliers de jeunes qui sont en proie à ce recrutement forcé par les mutins et l'armée nationale. Reportage de Primo Pascal Roudaïgoua, correspondant de La Voix de l'Amérique à Goma. Cette journée mondiale de la jeunesse arrive au mauvais moment. Le M23 est en train de recruter les jeunes dans sa rébellion et le gouverneur Julien Paluku demande aussi aux jeunes de s'enrôler dans le FARDC. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a annoncé le week-end dernier
que les jeunes sont invités à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette annonce intervient au moment où plusieurs organisations de défense des droits de l'homme déplorent le recrutement forcé des jeunes par les mutins du M23 à Rutshuru. Cette jeune fille de Goma se sent plutôt révoltée. Je me demande d'abord quel sera notre avenir avec tous ces recrutements militaires. Ça, c'est se moquer de nous. Cet habitant de Goma qui a requis l'anonymat pour sa sécurité invite d'abord le gouvernement à s'occuper convenablement de l'armée avant de songer à un nouveau recrutement. Ce n'est pas aujourd'hui que les autorités politiques devaient se réveiller et songer à un quelconque recrutement des jeunes à verser dans l'armée. Nous demandons au pouvoir politique, au pouvoir public, d'améliorer les conditions de nos vaillants militaires qui ont accepté de travailler sous les drapeaux. Et c'est à cette seule condition qu'on peut voir les jeunes affluer soit dans l'armée et surtout dans la police où les besoins se font sentir. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a saisi de la commémoration de cette journée pour lancer un appel à la jeunesse. Je demande aux jeunes de soutenir les démarches politiques, diplomatiques et militaires de notre gouvernement afin de rétablir dans le meilleur délai la paix et le développement dans notre cher et beau pays. Le Conseil provincial de la jeunesse demande aux jeunes d'être vigilants. Dieu Kibira est le responsable de cette structure au Nord Kivu. Non à la guerre, non à la balkanisation, non à la division des jeunes, mais plutôt oui à la paix, oui à la cohabitation pacifique, oui à l'unité de tous les jeunes Congolais. De Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique. Nous restons en RDC pour vous proposer la rubrique quotidienne des 100 citoyens journalistes. Journaliste citoyen de La Voix de l'Amérique à partir de Kananga, Kasai occidental. L'actualité chez nous, c'est la situation macabre que les militaires qui sont venus de l'Est et déployés à l'EFO, c'est-à-dire l'école de formation militaire du Kasai occidental, qui déplorent les conditions dans lesquelles ils vivent. Depuis qu'ils sont arrivés ici, à Kananga, ils mangent difficilement, ils n'ont pas leurs primes, ils passent la nuit dans des huttes. Suite à toutes ces situations macabres, ils se sont révoltés pour tirer les armes en l'air, pour présenter leur mécontentement, et ils demandent à sec qu'on les retourne au front, parce que là, ils vivaient bien, au lieu de rester ici en train de souffrir. L'un des officiers militaires a rencontré sur place, ils nous disent que leur situation sera décantée l'un des 4 matins pour que la situation puisse s'améliorer. Mais pour les militaires, ils disent que si la situation n'est pas réglée, ils vont encore ouvrir le feu pour qu'ils puissent rentrer chez eux et à Goma, à l'est, là où ils étaient. C'est ça la situation critique de la province du Kasai occidental. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, les combats ont cessé entre l'armée et les mutins du M23. Aucun accord n'a été trouvé, il s'agit d'une pause et les habitants se méfient, ils craignent à tout moment une reprise des violences. Dans le sud Kivu, des chefs traditionnels profitent de cette accalmie pour appeler les citoyens à se mobiliser contre le M23, voire à s'enrôler au sein des forces régulières, les FARDC. Kamanda Wakamanda Muzambe. C'est l'un des chefs coutumiers les plus écoutés du Kivu. À la tête de l'une des chefferies des Bashi dans le sud Kivu, il se dit inquiet de risque de contagion de la rébellion du M23 dans sa contrée. Tout en appelant la population à ne pas succomber à la séduction des recruteurs locaux des mutins, le Mwami Kabare appelle à la mobilisation générale de la population de la province du Sud Kivu. Je lance un appel à tous les jeunes gens, à toutes les jeunes filles du Sud Kivu, pour que cette fois-ci, si le gouvernement a besoin de nous, et pour éviter les groupuscules qui nous ont amenés dans la situation dans laquelle nous sommes, tous nous sommes prêts à nous enrôler au sein des FARDC s'il faut défendre le pays. Mourir pour son pays, c'est un devoir, mais aussi un honneur. Le PPRD, le parti présidentiel, lui, invite à une mobilisation de tous les Congolais pour barrer la route à l'agression. De son côté, l'opposition insiste sur la nécessité de l'organisation du dialogue national avec l'ensemble de la classe politique en vue d'une solution à la crise actuelle. Kamanda ou Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Experts des 7 pays de la CIRGL, désignés récemment lors du sommet des chefs d'État à Kampala. Ces experts préparent la rencontre des ministres de la Défense de leur pays qui aura lieu également à Goma. En discussion, la formation de cette force neutre censée éradiquer les groupes armés opérant dans l'est de la RDC, en particulier le M23. Écoutez les précisions du secrétaire exécutif de la CIRGL, le professeur Toumba Louaba. Il vaut mieux avoir trop de réunions que rien du tout. S'il y a trop de réunions, c'est que on se dit la situation est sérieuse, elle est préoccupante.
Donc on doit tous rester en alerte et se retrouver pour voir comment faire évoluer les choses. L'étape de Goma, c'est une étape d'opérationnalisation. Donc maintenant, nous sommes sur le champ des opérations, sur la base de l'évaluation des besoins logistiques, des besoins financiers, des besoins militaires. C'est sur cette base-là que sera montée la force internationale neutre qui devra agir. Mais déjà, dans un premier temps, il nous faut commencer la sécurisation de la zone frontalière à travers le mécanisme conjoint de vérification élargi à d'autres pays de la région, à travers le déploiement des observateurs régionaux, à travers des patrouilles mixtes, ainsi de suite. Et je pense qu'avant la fin de ce mois, nous allons pouvoir déployer déjà des observateurs. Le professeur Ntumba Luaba, secrétaire général de la CIRGL à Goma, au micro de Primo Pascal Roudaïgoua. Par ailleurs, l'ambassadeur itinérant américain pour les crimes de guerre demande que les responsables du M23 cités dans un rapport des Nations Unies soient poursuivis en justice. Stephen Rapp était attendu ce lundi à Kigali pour discuter avec les autorités rwandaises de la crise actuelle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le gouverneur du Nord Kivu, Lucien Paluku, s'est dit lui aussi persuadé de l'importance de toutes ces réunions sur la situation dans l'Est de la RDC. Je pense que c'est des discussions, c'est des réunions, c'est des concertations qu'on trouve souvent des solutions durables aux crises à travers le monde. Nous ne pouvons donc pas dire que c'est une réunion de trop, parce que si elle va nous apporter des solutions aux problèmes qui ont perduré depuis tout ce temps, je crois qu'il ne sera pas tard. Je ne peux pas déjà entrer dans les vifs du sujet ou dans les matières, parce que j'estime que cette réunion des experts va définir les grandes lignes pour éclairer la réunion des chefs d'état-major généraux et ensuite celle des ministres de défense. Donc à ce stade, nous nous limitons à devoir souhaiter plein succès à ce travail qui est en train d'être fait et surtout de considérer que la crise qui sévit à l'Est, particulièrement la crise humanitaire, va devoir trouver des solutions à travers des actions urgentes qui seront menées par les ministres de défense comme cela a été recommandé par les chefs d'État des pays membres de la CIRGL. Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu en RDC. Et comme chaque jour, voici les témoignages des 100 citoyens journalistes. Bertrand Kabila, journaliste et citoyen pour la Voix de l'Amérique, il ajoute une actualité concernant le vignette ou taxe routière. L'État est en train de forcer de récupérer cet argent de la vignette avec vraiment beaucoup de pénalités, c'est-à-dire ils ont mis des barrières partout sur les grandes artères de Lubumbashi pour forcer ces recouvrements. Ce qui n'était pas correct, c'est recouvrir l'argent sur la population et sur la vignette qui n'est même pas encore consommée. C'est-à-dire l'année 2012 n'est pas encore consommée, mais on fait déjà le recouvrement de la vignette. Ça, c'est pas correct et les chauffeurs et tous les usagers de la route se sont plaints pour ça. Le problème, c'est pas payer la taxe, mais le problème, c'est que où part cet argent des taxes? C'est David Zidane, citoyen réaliste, effectivement, il va RDC. Cette semaine qui vient de s'écouler, on a eu un chef rebelle, Maïmaï, qui était nommé au nom de Baléké, était assassiné par une grenade avec 5 de ses gardes de corps. Il y a des endroits impraticables parce que avec le système de sécurité, les volets main armée, fait que les gens ne dorment pas bien parce qu'au moins chaque jour on peut enregistrer un cas de volets main armée. Une maison cambriolée par les gens à main armée, mais qui ne sont pas tellement identifiés. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et aux Pays-Bas, le procès de Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale est entré dans une nouvelle phase. C'est ce mardi, en effet, qu'a débuté la plaidoirie de la défense de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo. Le chef rebelle du mouvement pour la libération du Congo avait été arrêté en mai 2008 à Bruxelles en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Il est jugé depuis novembre 2010 et poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre 2002 et 2003 en République centrafricaine par sa milice, le MLC. Des accusations que rejette Jean-Pierre Bemba. Écoutez à ce propos Bruno Gbiegba, avocat et membre du comité exécutif de la coalition centrafricaine pour la CPI. Il a expliqué à Perrine Villam en quoi consiste la nouvelle phase de ce long procès.
Cette phase consiste maintenant pour les avocats de Jean-Pierre Mbemba de présenter les arguments de défense pour le disculper après les graves accusations dont il a été l'objet de la part du procureur de la CPI. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont justement les poursuites engagées contre M. Bemba? À la suite d'une tentative de déstabilisation du régime de l'ancien président Patassé, le président Patassé a fait appel à M. Jean-Pierre Mbemba, qui était le président du mouvement de libération congolais, et ce dernier est venu à la rescousse de l'ancien président Patassé. Il a mis à la disposition de Patassé ses troupes. Et au cours de cette intervention, ces troupes ont commis des crimes graves qui relèvent du statut de la CPI. Le crime de viol, le crime de destruction de biens et le crime contre l'humanité, donc le crime de guerre. Et quels sont les arguments de la défense de M. Bemba? Ces avocats vont certainement avancer le fait que les éléments étant mis à la disposition de Mbemba sont venus combattre sous les couleurs nationales centrafricaines. Donc, Mbemba n'avait plus le contrôle de ses troupes. Alors que tout le monde sait que pendant leur intervention, Mbemba venait constamment à Bangui pour leur rendre visite, pour leur donner des instructions. Qu'est-ce qu'il encourt, M. Bemba, si il venait à être condamné? S'il plaide coupable, on peut lui accorder un nombre d'années raisonnable. Mais s'il s'obstine à ne pas reconnaître les faits, ça peut aussi mettre mal à l'aise les juges de la Cour pénale internationale. Donc il mérite entre 30 ans et la perpétuité. Et combien de temps devrait encore durer le procès? En principe, si je ne me trompe pas, jusqu'au mois de juillet 2013, si on a tout entendu, les parties, les témoins, les plaidoiries, la présentation des arguments de tout le monde, on peut signer ça en principe en juillet 2013, sinon ça peut un peu prolonger. Bruno Biegba, avocat et membre du comité exécutif de la coalition centrafricaine pour la CPI. Il a été joint par Perrine Willam. Toujours dans le domaine judiciaire, attendu aujourd'hui à Kinshasa, la poursuite du procès en appel des assassins du militant des droits de l'homme, Floribert Chebeya, et les parties civiles devraient une nouvelle fois demander la comparution du chef de la police, le général John Numbi, considéré comme le suspect numéro 1 dans cette affaire. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Poursuite à Goma, dans le Nord Kivu, de la réunion des experts de 7 pays de la CIRGL, désignés récemment à Kampala lors du sommet des chefs d'État de la région. Ce sommet portait sur la création d'une force neutre internationale pour éliminer les groupes armés sévissant dans l'est du Congo. Ces experts responsables des services de sécurité de leurs pays respectifs préparent la réunion des ministres de la Défense de la CIRGL qui aura lieu toujours à Goma. Pour faire le point, j'ai joint dans la capitale du Nord Kivu le secrétaire exécutif de la Conférence internationale des États de la région des Grands Lacs, le professeur Ntumba Luaba. Nos travaux se déroulent tout à fait dans un esprit constructif et positif, où on cherche à trouver des solutions durables à la crise et à l'insécurité qui prévaut dans la région des Grands Lacs, plus précisément dans l'est de la République démocratique du Congo. Toutes les parties concernées sont là. C'est dans un climat de sérénité très positif. Vous préparez en même temps la rencontre des ministres de la Défense de vos pays respectifs? Oui, exactement. Notre mandat, tel qu'il a été donné par les chefs d'État et de gouvernement à Kampala, consiste à réunir d'abord les chefs des services de renseignement, les chefs d'état-major généraux de nos armées, de façon à prendre des mesures rapides et urgentes pour faire cesser définitivement les hostilités, donc les activités armées sur le terrain, et sécuriser la frontière et préparer l'opérationnalisation de la force internationale neutre. Il y a eu des critiques ou des détracteurs qui se demandent quelle est l'utilité de cette force neutre quand on voit que la MONUC n'a pas réussi à neutraliser ces groupes armés qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Lorsque on réfléchit sur la sécurisation et la stabilisation de la République démocratique du Congo, essentiellement de sa partie est, aucune instance ne peut se passer de l'évaluation de l'action de la MONUC, maintenant MONUSCO. Je prends que régulièrement l'ONU elle-même le fait. Donc on ne pouvait pas non plus manquer
dans le cas de la CIRGL, de passer par l'évaluation des résultats de la MONUSCO. Et tout le monde est d'accord pour reconnaître que ce sont des résultats contrastés. Il y a là où la MONUSCO a pu réussir, mais là, il y a aussi des endroits où elle n'a pas pu aller loin, mais je crois que c'est surtout essentiellement du fait de la limitation de son mandat. Pour combien de temps vous allez encore vous réunir là-bas à Goma? C'est une réunion de 3-4 jours. À partir de ce soir, le chef d'état-major, demain les ministres de la Défense du sous-comité. Ce sous-comité est constitué par la présidence ougandaise, par les représentants de la Tanzanie, du Burundi, du Rwanda, de la RDC, de l'Ouganda, de la République du Congo et de l'Angola. Il s'agit pour nous de prendre des mesures rapides, pratiques et urgentes, notamment de rendre fonctionnels les centres conjoints de vérification élargis à tous les États membres, de déployer des observateurs régionaux des frontières et de commencer déjà la sécurisation des frontières avec des patrouilles mixtes et autres moyens en attendant que cette force se mette en place. Le professeur Ntumba Luaba, secrétaire exécutif de la CIRGL. Signalons par ailleurs que la communauté Banyamulenge de la RDC a commémoré cette semaine le 8e anniversaire des massacres du 13 août 2004 à Gatumba au Burundi. Pour rappel, Human Rights Watch, dans un rapport daté du 7 septembre 2004, écrit que le 13 août 2004, des combattants armés, la plupart d'entre eux appartenant au Front National de Libération, FNL, ont massacré au moins 152 civils congolais et blessé 106 d'entre eux dans le camp de réfugiés de Gatumba, près de Bujumbura, capitale du Burundi. Il faut aussi rappeler que les victimes étaient des réfugiés fuyant les hostilités dans le sud Kivu. L'ancien vice-président congolais Azarias Ruberwa a déploré lors d'une cérémonie hier que les auteurs de ce massacre courent toujours. Monsieur Enoch Sebineza, président de la communauté Banyamulenge du Congo. Malheureusement, jusqu'à ce jour, ce massacre reste impuni. Aucune enquête organisée par des pays concernés jusqu'à ce jour. C'est à ce titre qu'aujourd'hui, partout au monde, là où se trouvent les membres de notre communauté, du 13 août de chaque année, on essaie de commémorer, de se rappeler de nos familles tuées ce jour-là. Monsieur Sebineza, combien de morts avait-on dénombré à Gatumba? Et étaient-ils tous Banyamulenge? Il y a eu 166 morts et plus de 200 blessés. Il y avait une petite minorité de la communauté Babende qui sont des voisins de chez nous là, qui étaient aussi dans ce camp de réfugiés, une dizaine. Et tous, malheureusement, ces Babende ont subi le sort réservé aux Banyamulenge qui ont vécu avec eux. L'ancien vice-président Azarias Ruberwa, parlant de cet événement, a déploré, comme vous d'ailleurs, que les auteurs du massacre de Gatumba courent toujours. Qu'est-ce que vous faites spécifiquement pour pouvoir attirer l'attention de la communauté internationale sur cette situation d'impunité? On a essayé, on continue à essayer. Personnellement, j'avais commencé à écrire en 2005, à l'occasion de la première commémoration, j'avais écrit au gouvernement congolais lui demandant, puisque la compétence de solliciter une enquête sur un pays, ça relève des gouvernements. En 2005, j'avais écrit au gouvernement congolais, je n'ai pas eu de réponse. D'ailleurs, en ce moment-là, le vice-président Ruberwa était encore vice-président de ce pays, on n'avait pas de réponse. En 2006, à l'occasion de la visite de M. Kofi Annan, qui fut secrétaire général des Nations Unies, j'avais écrit à M. Guénon, Jean-Marie Guénon, qui était le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations du maintien de la paix, qui avait précédé la visite de M. Kofi Annan. À ce moment-là, on n'avait pas encore eu de réponse. En 2009, j'avais encore écrit au gouvernement congolais. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Nous continuons à espérer qu'un jour la justice sera faite aux victimes et aux familles des victimes.
la commémoration qu'il a été à Gatumba ce lundi a vu quand même la participation de la délégation officielle du Congo avec le gouverneur du Sud Kivu, justement, qui a réitéré que les crimes ne seront jamais impunis. Ce sont des crimes, des actes de massacre, des actes de génocide. Monsieur Enoch Sebineza, président de la communauté Banyamulenge de la RDC. Comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Dadi Fariala, citoyen journaliste de Lubumbashi. Ce qui fait l'actualité ici dans la capitale provinciale du Katanga, la question de la pétition du parti politique NAFEC, initiée par son président national, aussi le président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Le président de l'Assemblée provinciale continue sa campagne. On sent maintenant la volonté du Katangais de voir dans les jours futurs un Katanga fédéral. Aussi, c'est les jeunes, c'est plus sur les réseaux sociaux, sur Internet, où il y a des groupes qui se créent déjà pour parler de la question d'adhésion et surtout de voter pour ou contre un Katanga fédéral dans les jours prochains. Moi, c'est Smar Sokoni, journaliste citoyen, ville de Goma, République démocratique du Congo. Au fait, actuellement, la situation semble être calme, mais il s'avère que au niveau de notre armée, il y a encore des défections, ce qui provoque une certaine crainte au niveau de la population. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Ça, c'est ce que nous présentons au niveau de Goma, puisque c'est vrai, au niveau des fronts, il n'y a plus de combats, mais vu le fait qu'il y a des défections, c'est qu'il y a des choses qui sont encore en train d'être organisées sans que nous ne puissions le savoir. Donc nous pensons qu'il serait mieux, comme on a dit, qu'il y aura une force d'intervention qui va venir, que la force vienne et qu'elle essaie de sécuriser la population. Mais sinon, tout le monde ici est d'accord qu'il faudrait peut-être changer le mandat de la MONUC, que la MONUC essaie aussi de jouer un rôle dans tout ce qui est front, puisque on en a marre, vraiment la population souffre, et je suis sûr que ceux qui ont la sécurité, je dis bien au niveau international entre leurs mains, s'ils pouvaient bien voir comment cette population souffre, ils ne toléreraient pas cette situation qui se prévaut actuellement chez nous. Je crois que c'est désolant, mais on n'y peut rien. Mais une chose est sûre, toute la population est unie pour que pareille situation ne puisse pas essayer de nous diviser, puisque nous tous, nous pensons qu'il y a, je dirais bien, un complot international de la balkanisation de notre pays, et ça nous disons non et non et non. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À La Haye, le procès du Congolais Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale entre dans une nouvelle phase. Celle de la défense. Le chef du MLC est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique au début des années 2000. Depuis le début de son procès, il plaide non coupable et c'est au tour de ses avocats de faire valoir leurs arguments. Charlotte Hydrac. Leur ligne de défense est claire. Pour les avocats de Jean-Pierre Bemba, leur client n'est pas responsable des crimes commis en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Les hommes du mouvement pour la libération du Congo étaient alors sous le contrôle et le commandement direct des autorités de Bangui, explique-t-il. Ils se battaient avec l'uniforme centrafricain et sous le drapeau centrafricain. Le responsable principal serait donc Ange-Félix Patassé, qui avait appelé les troupes du MLC en renfort pour faire face à la tentative de coup d'État du général François Bozizé. Mais pour l'accusation, même si Jean-Pierre Bemba ne se rendait que très rarement à Bangui à l'époque des faits, il savait que des viols, des meurtres et des pillages étaient commis par ces hommes et il aurait laissé faire. Les juges de la CPI ont déjà entendu 40 témoins de l'accusation entre novembre 2010 et mars dernier, ont suivi les témoignages de victimes, place donc maintenant à la défense qui prévoit de présenter une 60aine de témoins. Cette phase devrait en principe durer 8 mois
probablement plus. Charlotte Drac, La Haye, RFI. En République démocratique du Congo, un proche de l'ancien président Laurent Désiré Kabila critique l'attitude du gouvernement face à la situation dans l'est du pays. Il s'agit de Mwenze Kongolo, l'ancien ministre de l'Intérieur, puis de la Justice de Kabila père. Selon lui, le gouvernement doit réagir plus fermement au soutien présumé du Rwanda au M23. À Kinshasa, Bruno Minas. Mwenze Kongolo n'a pas de mots assez durs pour qualifier l'attitude du gouvernement congolais face à ce qu'il appelle l'agression rwandaise. C'est une gestion calamiteuse. Il y a complètement manque de direction, manque de position, manque de déclaration forte, manque de condamnation d'un acte qui soit aussi odieux. Ça frise la trahison. Il préconise une action diplomatique vigoureuse, particulièrement en direction des alliés du Rwanda comme les États-Unis. Mais quand on rétorque à Mwenze Kongolo que c'est quand même son camp avec Kabila père qui avait fait entrer l'armée rwandaise à Kinshasa en renversant Mobutu, le loup dans la bergerie en quelque sorte. Vous mettez toujours ça en exergue alors que vous oubliez que c'est nous-mêmes qui avons dit maintenant c'est terminé, rentrez chez vous. L'ancien compagnon de route de Laurent Désiré Kabila ne croit pas du tout aux résolutions prises à Kampala par les chefs d'État des Grands Lacs. Ils ont parlé d'une force neutre que nous tous nous savons qu'elle ne viendra jamais. Et enfin Mwenze Kongolo identifie l'origine du problème selon lui. Le problème dans cette région ici, c'est M. Kagame en fait. C'est lui, M. Kagame. Kagame n'est plus là. La région sera plus calme. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Et au sujet de la force neutre proposée par les dirigeants des pays des Grands Lacs, les chefs d'état-major de la région doivent se réunir demain à Goma. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Suite à la haie du procès de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais et chef du mouvement de libération du Congo, est poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces crimes auraient été commis par ces hommes en Centrafrique entre 2002 et 2003. Ce procès fleuve, je vous le rappelle, a débuté en novembre 2010 et depuis 1 an et demi, les témoins de l'accusation se sont succédés à la barre. Depuis hier, c'est au tour de la défense de faire entendre ses témoins. Ce mercredi, la défense a poursuivi l'audition de l'expert militaire français, le général de brigade à la retraite Jacques Sehara. Pour la défense, il s'agit toujours de prouver que Jean-Pierre Bemba n'avait pas le contrôle effectif de ces hommes et qu'il n'est donc pas responsable des viols, des meurtres et des pillages commis en Centrafrique à cette époque. Écoutez la réaction d'Emeki Lolo, l'un des avocats de Jean-Pierre Bemba. Nous considérons que le moment de la vérité est arrivé. C'est surtout le moment de répondre à la question essentielle que tout le monde se pose depuis le début de ce procès. Qui commandait les troupes du MLC en Centrafrique? L'expert militaire, le général de brigade français qui a commencé à déposer depuis ce mardi, a déjà répondu à cette question. Il a cité 2 noms. Il a d'abord précisé que le général de brigade centrafricain André Mazi, qui faisait fonction de chef d'état-major général des forces armées centrafricaines, est celui qui contrôlait et commandait le détachement du MLC en Centrafrique durant la première phase, c'est-à-dire entre octobre 2002 et décembre de la même année. Il a par la suite avancé le nom du général Ferdinand Bombayeke, qui était le commandant de la garde présidentielle du président Patassé et qui avait repris le commandement des troupes MLC durant la deuxième phase allant de décembre 2002 à la fin des opérations au mois de mars 2003. Donc nous sommes déjà satisfaits d'avoir de noms. Qui sont les autres témoins que vous allez appeler pour étayer justement vos hypothèses? Viendra bien entendu un expert en géopolitique et conflits en Afrique centrale. Nous aurons aussi, c'est important, un expert linguistique qui viendra donner un certain nombre de clarifications en termes d'identification des auteurs matériels des crimes supposés, et viendront surtout des officiers militaires tant congolais que centrafricains qui étaient présents au jour le jour sur le théâtre des opérations et qui viendront expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que vous ne regrettez pas l'absence de l'ancien président centrafricain Ange-Félix Patassé, décédé l'année dernière? Il aurait pu apporter une part de lumière. Heureusement que nous avons encore les déclarations de ses principaux collaborateurs, tant civils que militaires, qui apportent déjà un éclairage important dans cette affaire. Maître Emeki Lolo joint à La Haye. Par ailleurs, à Goma, dans le Nord Kivu, suite de la réunion de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, son secrétaire exécutif, Toumba Luaba, a déclaré aujourd'hui que les contingents de la force internationale neutre à déployer le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda seront essentiellement originaires de la région des Grands Lacs et de tout le continent. Comme chaque soir, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC
Moi, c'est Timothée Tchamanga, je suis un journaliste de la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma. Le ministre de la CIRGL était en train de se retrouver et pour pouvoir arrêter les mécanismes de résolution de ce problème lié au M23. Et tout le monde attend des solutions qui pourront bien sûr sortir de cette réunion. Et toute la population reste vraiment branchée et attentive à ces résolutions, mais que nous n'avons pas encore. Pour l'instant, nous attendons que les assises puissent fermer afin qu'on puisse tirer les conclusions de cette réunion. Je m'appelle Patience Ngalula, citoyenne journaliste de la VOA à Kananga. L'actualité en ce moment à Kananga, c'est le départ d'un colonel ici à Kananga qui a fui avec plus d'une dizaine de militaires en destination inconnue jusqu'alors. Cette annonce a été faite hier par les gouverneurs intérimaires de la province du Kasaï occidental. La population vit dans les qui-vives. On a constaté ces derniers temps, chaque 19 heures, toutes les rues sont évadées. Tout le monde préfère être déjà à la maison en train de craindre le mouvement de M23 qui se déroule de l'autre côté de l'est du pays. Les gens courent autour du rumeur qui suffit qu'il y a la présence en province du Kasaï occidental de certains éléments de M23 qui sont en train de prendre position. Donc cela est à la base de la peur, soit de la frayeur au sein de la population. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le procès de Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale est entré dans une nouvelle phase. Hier, les témoins de la défense vont maintenant défiler à la barre. Entre novembre 2010 et mars dernier, ce sont les témoins de l'accusation, au nombre de 40 qui avaient été entendus à La Haye. Parole donc depuis hier à ceux de la défense. Jean-Pierre Bemba est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces hommes sont accusés d'exactions en Centrafrique entre 2002 et 2003. À l'époque, le président centrafricain Ange-Félix Patassé avait fait appel au MLC pour l'aider à faire face au coup d'État du général Bozizé. Jean-Pierre Bemba soutient que ses troupes étaient alors passées sous les ordres de Bangui. Son premier témoin, un général français à la retraite, est allé dans ce sens hier. Compte rendu d'audience, Charlotte Hydrac. Un témoin et un expert, ça n'est pas la même chose, commence le témoin expert appelé par la défense. Mais clarification faite, le général de brigade français à la retraite, Jacques Séhara, s'engage finalement à dire toute la vérité, rien que la vérité. Toute la journée, il a répondu aux questions de la défense sur la structure de commandement de l'armée centrafricaine. Et pour l'expert militaire, il est clair que le commandement des opérations pendant toute la durée du conflit était centrafricain. La planification était faite au niveau du centre opérationnel à l'échelon national. Donc la planification était unique, elle venait du centre opérationnel. L'objectif était clair pour la République centrafricaine. Dans un premier temps, libérer Bangui. Dans un deuxième temps, repousser les rebelles jusqu'à la frontière tchadienne. Donc je ne vois pas comment plusieurs chaînes de commandement indépendantes peuvent concourir au même objectif. Il ne peut pas y avoir d'électrons libres. Et pour la défense, si le commandement des opérations était unique, c'est que Jean-Pierre Bemba ne contrôlait pas directement ses troupes, qu'il n'est donc pas responsable des crimes commis en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Derrière ses avocats, l'ancien vice-président congolais a suivi l'audience l'air serein avant de retrouver sa cellule au quartier pénitentiaire de la CPI. Il risque la prison à vie. Charlotte Hydrac, La Haye, RFI. Et la CPI doit continuer à entendre aujourd'hui cet expert militaire français et un expert en géopolitique des conflits en Afrique centrale viendra également témoigner. Le prix Alison Desforges, du nom de cette historienne disparue en 2009, spécialiste du Rwanda, récompense chaque année les engagements exceptionnels en faveur des droits de l'homme. Il a été attribué hier par l'ONG Human Rights Watch à deux Africains, Salah Margani d'origine libyenne et l'abbé Benoît Kinalégou de République démocratique du Congo. Ce prêtre se bat depuis des années aux côtés des victimes de la LRA, la guérilla de Joseph Kony qui sévit dans toute l'Afrique centrale et notamment dans son diocèse de Dungu, dans le nord-est de la RDC. Autre rébellion, celle du M23. Les chefs d'état-major de la région des Grands Lacs ont rendez-vous aujourd'hui à Goma, dans l'est de la RDC. Ils vont tenter de définir les contours d'une force neutre qui doit s'interposer entre rebelles du M23 et armée congolaise. Cette rencontre sera suivie d'une réunion des ministres de la Défense de la région ce vendredi.
la gestion de cette crise dans l'est de la RDC est l'objet d'une passe d'armes entre le gouvernement et un ancien compagnon de route de Laurent Désiré Kabila. Lundi, face à la presse, Moïse Kongolo, ancien ministre de l'Intérieur puis de la Justice, a dénoncé l'attitude de Kinshasa, évoquant, je cite, une gestion calamiteuse frisant la trahison. Des propos jugés abusifs par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui lui a répondu hier. C'est une sortie qui est abusive à notre avis parce que nous avons écouté ce qu'il a dit concernant prétendu refus du gouvernement à l'époque conduit par le président Joseph Kabila de articuler une plainte à l'encontre du Rwanda et de l'Ouganda, alors que ces plaintes ont été bel et bien déposées à la Cour internationale de la justice parce que la CPI n'existait pas en ces temps. Vous vous souvenez que l'Ouganda avait été condamné à de lourdes peines financières, mais que le Rwanda n'a pas pu comparaître étant donné que le Rwanda ne reconnaissait pas cette juridiction internationale. Donc c'est un gros mensonge que nous considérons comme politiquement motivé par le fait que M. Moïse a quitté la mouvance du président Joseph Kabila depuis qu'il a quitté le gouvernement, et c'est assez triste de voir comment on peut ramener tout à sa personne. Le porte-parole du gouvernement de Kinshasa répondait à Kamanda Wakamanda Muzembe. On reste en RDC avec une nouvelle audience hier dans le procès en appel des policiers accusés de l'assassinat de Floribert Chebeya. Le débat piétine toujours autour d'une même question. Faut-il inculper ou non le général Numbi, chef de la police à l'époque de la mort du militant des droits de l'homme? Les ONG réclament sa mise en accusation, mais pour l'instant, John Numbi, suspendu de ses fonctions, n'a jamais été inquiété. La haute cour n'a toujours pas pris sa décision et le sujet éclipse tous les autres. Bruno Minas. Audience après audience, on ne parle que de cela depuis le début du procès en appel. L'auditeur, c'est-à-dire le procureur de la haute cour militaire, dénonce un acharnement des parties civiles à vouloir faire comparaître le général Numbi, alors que selon lui, sur le plan du droit, il n'y a rien que des rumeurs, dit-il. Mais les parties civiles n'en démordent pas, maître Delphin Guessara. Pourquoi nous avons choisi seulement de nous attaquer à lui? C'est pour des raisons évidentes, indéniables. Il y a des pièces au dossier qui démontrent son implication effective dans les dossiers qui est actuellement en instruction. Outre le procureur, le général Numbi a d'autres défenseurs au procès, les avocats de l'État, comme maître Pungu Yodi. Nous savons que le général Numbi ne viendra pas dans ce procès parce que nous respectons les lois de notre pays. Au premier degré, le général Numbi était attendu comme renseignant. Au deuxième degré, il n'y a aucune possibilité qui le permet de revenir comme prévenu. Les juges de la haute cour écoutent inlassablement ces plaidoiries des deux bords. Plus personne ne s'adresse aux policiers accusés dans le box, comme si ce procès ne les concernait plus. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Aujourd'hui que se réunissent à Goma les ministres de la Défense de la CIRGL, la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, ils doivent examiner à cette occasion les recommandations des chefs d'état-major généraux. Ces derniers se sont réunis hier dans la même ville pour adopter un document préparé la veille par les experts militaires et des services de renseignement de la CIRGL sur la configuration de la force internationale neutre à déployer le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda pour lutter contre les groupes armés. Le même document portait aussi sur les moyens à mettre en œuvre pour arrêter les hostilités et consolider la paix dans l'est de la RDC. Le président de la CIRGL, que j'ai joint hier tard dans la soirée à Goma, a précisé que la force internationale neutre sera africaine sous mandat ONU Union africaine. Le professeur Tumba Luaba se propose de nous donner de plus en plus de détails après la réunion des ministres de la Défense. En attendant, le ministre congolais de l'Information, Lambert Mende, semble satisfait maintenant de l'attitude de la communauté internationale. Dans une interview en anglais avec notre collègue Nick Long à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement dit qu'on a fini par écouter son pays après l'avoir ignoré pendant 15 ans. Michel Joseph vous résume cette interview. Monsieur Mende fait allusion ici aux décisions prises récemment par plusieurs pays de geler leur aide au Rwanda, soupçonné d'appuyer les rebelles de l'Est de la RDC. Décision que ne cessait de demander Kinshasa. Selon lui, pour la première fois depuis la chute du maréchal Mobutu Sese Seko en 1997, le Congo pourrait bien avoir maintenant l'initiative diplomatique.
Le porte-parole gouvernemental s'est félicité de l'appel lancé par la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton à tous les pays de la région, y compris le Rwanda, pour aider à désarmer les rebelles du M23. Et il a souligné que les États-Unis et un certain nombre d'autres pays ont suspendu ou retardé leur aide au Rwanda, soit plusieurs millions de dollars. Nous avons également entendu qu'ils ont coupé l'assistance au Rwanda et c'est fait par les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et autres tels que la Banque africaine de développement. Nous pensons que c'est là un signe que les choses sont en train de changer. Pour les observateurs, il s'agit effectivement d'un avertissement au Rwanda. Si Kigali poursuit son soutien au M23, l'aide qu'il reçoit en pâtira. Même si, selon Thierry Vircoulon, d'International Crisis Group, l'aide actuellement gelée ne représente pas grand-chose, soit 3% du budget rwandais. La rébellion du M23 est-elle viable sans aide transfrontalière ? De nouveau, Thierry Vircoulon. Il s'agit d'une frontière difficile à surveiller. Il est déjà clair que le M23 recrute localement de nos jours plutôt qu'au Rwanda et qu'en réalité, il se fait beaucoup d'argent maintenant qu'il contrôle la région de Rutshuru. En d'autres termes, le M23 n'a pas besoin d'être ravitaillé constamment par le Rwanda. Mais le ministre congolais de l'Information soutient que le M23 serait affaibli s'il ne pouvait plus compter sur l'aide militaire directe du Rwanda. Lambert Mende est même convaincu que les FARDC pourraient, dans ces conditions, battre les rebelles. C'est pourquoi il est important, ajoute-t-il, d'avoir une force internationale neutre pour surveiller la frontière, ce que son mandat ne permet pas à la MONUSCO. Par ailleurs, M. Mende ne dément pas les informations selon lesquelles, outre le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie aideraient les groupes armés. We have spoken with our neighbors, Tanzania. Nous avons parlé à nos voisins tanzaniens et ougandais. Ils nous ont dit que l'information est fausse, mais l'enquête se poursuit. Il s'agit d'une affaire sérieuse pour nous et nous ne sommes arrivés à aucune conclusion à ce stade. En tout état de cause, Thierry Vircoulon d'International Crisis Group est convaincu qu'en ce qui concerne le déploiement de cette force internationale neutre, ce n'est pas demain la veille. Il suggère donc à la communauté internationale de décréter plutôt un embargo sur les livraisons d'armes au Rwanda, ce qui serait plus facile à vérifier et à surveiller, estime-t-il. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À la rébellion dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais vient d'annoncer le lancement prochain d'un recrutement de jeunes volontaires pour servir le drapeau de la RDC. Mais cette nouvelle semble ne pas susciter un grand intérêt chez les jeunes concernés. C'est ce que nous explique John Kanyunyu, notre correspondant dans la région, qui fait le point depuis Goma. La nouvelle sur ces recrutements des jeunes pour servir dans l'armée nationale suscite peu d'enthousiasme. La corruption et le détournement des soldes des militaires donnent une image de l'armée congolaise qui est loin d'attirer les jeunes. Quelques-uns que nous avons rencontrés témoignent. Moi, je peux bien m'enrôler dans l'armée, mais aussi longtemps que mon chef, mon commandant à moi, n'a pas les mêmes convictions que moi, n'a pas les mêmes valeurs, peut-être patriotiques que moi. Et vous voulez quoi? Tout jeune épris d'épée et qui aimerait bien servir sous les drapeaux devrait normalement se lever et partir aussitôt. Les députés élus de la province du Nord Kivu ont déjà entrepris une campagne de sensibilisation en direction de jeunes afin que ceux-ci se fassent enrôler massivement pour servir sous le drapeau. Comme solution au détournement récurrent des soldes, les députés nationaux avaient suggéré que le soldat soit payé par voie bancaire. Explication du député Robert Kambale Lufungula, élu du territoire de Beni. Je suis sûr et certain que l'armée va être restructurée. Une fois cette restructuration, l'armée va avoir un autre air. Je suis confiant avec tout ce que nous avons donné comme recommandations au niveau de l'Assemblée, parce que nous avons voulu à ce que désormais les militaires soient payés par voie bancaire pour éviter ces détournements que nous décrions tous les jours. Et je vous rassure qu'au mois d'octobre, un exercice va être effectué pour la ville de Kinshasa. Donc les militaires vont être payés par voie bancaire, ce qui va sensiblement réduire les niveaux
de détournement. Le gouvernement congolais a lancé ses recrutements de nouveaux soldats afin de pouvoir faire face à la rébellion dans le Nord Kivu. Après des semaines d'intenses combats, on note une certaine accalmie sur les lignes de front. John Kanyunyu à Goma pour la Deutsche Welle. Et j'ajoute que les ministres de la Défense des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs se réunissent aujourd'hui à Goma, dans le Nord Kivu. Ils vont examiner le projet de constitution d'une force internationale neutre. Elle devra sécuriser la frontière entre la RDC et le Rwanda. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le chanteur congolais Koffi Olomide a passé la nuit en prison. En détention provisoire exactement. En attendant la décision du tribunal de Kinshasa, Koffi Olomide comparé depuis hier en flagrant délit pour l'agression présumée de son producteur. De nouveaux déboires judiciaires pour la star qui est déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt en France pour agression sexuelle. Compte rendu d'audience, Bruno Minas. Dans une salle d'audience bruyante et pleine à craquer, vêtue de jeans et chaussée de Santiago, Koffi Olomide est entouré d'un aréopage de robe noire. Il a contracté pas moins de 15 avocats pour le défendre. À quelques mètres sur sa gauche, le plaignant, Diego, un jeune Congolais producteur de musique dans le quartier africain de Château-Rouge à Paris. Il accuse Koffi Olomide de l'avoir agressé dans sa chambre d'hôtel le matin même vers 10h. Il reconnaît qu'il devait de l'argent au chanteur, 3 000 €, dit-il, mais un avocat de Koffi parle de 6 000. Le plaignant affirme que Koffi l'a frappé délibérément. Une femme de chambre a donné l'alerte. Un gardien de l'hôtel dit qu'il a reçu lui aussi un coup de poing de Koffi Olomide. Résultat, la star passe en flagrant délit pour coups et blessures et destruction méchante. C'est le terme juridique employé ici pour désigner le vandalisme, car la porte de la chambre a été endommagée. La destruction méchante est plus gravement punie que les coups. À 22h30 hier soir, le juge a décidé de reporter les plaidoiries et le verdict à aujourd'hui et de maintenir Koffi Olomide sous les verrous en attendant. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. On reste en RDC avec la signature d'une charte par plusieurs partis politiques d'opposition. Une charte dite de la majorité présidentielle populaire. Elle a été paraphée par des partis soutenant l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui se considère toujours comme le vainqueur de la présidentielle de novembre 2011. La signature a eu lieu dans la salle paroissiale de la cathédrale de Kinshasa. Richard Paul Ezwoula Monzemba est le modérateur de la MPP, la majorité présidentielle populaire. Et le président Étienne Tshisekedi a gagné les élections avec 54% des suffrages exprimés. Nous avons dit nous devons accompagner celui qui a gagné dans sa lutte pour la conquête de l'impérium, et pour que ça soit entendu, il faut que ça soit un mouvement. Donc la MPP est un mouvement de masse. Est-ce que c'est pas un mouvement qui s'essouffle un peu, le mouvement pro-Tshisekedi? Il y a un découragement et que les gens n'ont plus tellement envie de s'engager là-dedans. Il n'y a pas de découragement. La population n'attend que ça. Il y a une charte qui devait être signée par 48 partis politiques. Il y a une dizaine de personnes qui ont signé. Là, c'est quand même pas un succès. Non, pas dizaines. Nous avons 44. Mais on devrait signer beaucoup plus que ça. Vous verrez qu'on sera au-delà même de 80 partis politiques. Par ailleurs, le principal leader de ce mouvement, Étienne Diomi Dongala, est toujours porté disparu, détenu au secret selon ses partisans, en fuite selon les autorités. Dans le nord-est du pays, plus de 60 personnes sont mortes ce lundi dans l'éboulement d'une carrière dans la mine abandonnée de Pangaï à 120 km de Mambasa. Selon la radio Okapi, l'accident est survenu alors que les creuseurs s'étaient tous précipités pour arriver les premiers au fond de cette carrière. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Que se réunissaient à Goma les ministres de la Défense de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Ils se sont penchés sur les recommandations des chefs d'état-major généraux qui avaient adopté un document préparé par les experts militaires et ceux des services de renseignement de la conférence sur la configuration de la force internationale neutre à déployer le long de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour lutter contre les groupes armés. Le même document porte aussi sur les moyens de mettre en œuvre pour arrêter les hostilités et consolider la paix dans l'est de la RDC. Toujours en RDC, une soixantaine de mineurs ont péri cette semaine dans le nord-est du pays lorsqu'un puits dans lequel ils travaillaient s'est effondré, a signalé Radio Okapi. Les mineurs se trouvaient à une centaine de mètres de profondeur lorsque l'accident s'est produit lundi à Mambasa, dans la province orientale, une région riche en étain et en or. Le ministre congolais des Mines, Martin
Kabwe Loulou a déclaré à l'agence Reuters que les victimes travaillaient en situation irrégulière et que leur puits était plus profond que la limite prévue par le code minier pour les exploitations artisanales. Les accidents sont fréquents dans le secteur minier artisanal qui n'est sujet à pratiquement aucun contrôle, rappelle Thierry Vircoulon, directeur pour l'Afrique centrale à l'International Crisis Group. Ce nouvel accident est révélateur d'une situation qu'on connaît bien sur le terrain, c'est-à-dire celle d'une exploitation minière artisanale et informelle qu'on retrouve sur la majeure partie du territoire congolais. Il n'y a que dans le sud du Katanga où il y a eu des exploitations minières industrielles depuis plusieurs années. Dans le reste du pays, c'est vraiment l'artisanat minier informel qui domine et qui, d'après les chiffres, ferait vivre environ 2 millions de personnes, ce qui est considérable, ce qui fait probablement de la RDC le pays avec le plus grand secteur minier informel du monde. Et qui dit informel dit absence complète de sécurité. Et pourquoi est-ce que le gouvernement de RDC n'a pas encore essayé d'imposer des infrastructures sur le secteur ? Bien, d'une part, le territoire est extrêmement vaste. Les mines sont dispersées à peu près partout. D'autre part, dans le code minier, un certain nombre de dispositions sont prévues qui permettraient de formaliser l'artisanat minier, parce que le problème, ce n'est pas seulement d'avoir un secteur industriel, mais c'est aussi d'avoir un secteur minier artisanal. Malheureusement, ces dispositions n'ont pas été vraiment mises en œuvre par les autorités congolaises. Les zones minières artisanales se comptent sur les doigts de la main, alors que les populations, évidemment, se précipitent dans toutes les zones minières pour creuser. Il y a une tentative, une ébauche d'efforts en ce qui concerne le secteur minier avec un projet de la Banque mondiale qui a été lancé l'année dernière. Quelle est votre réaction face à ce projet ? Ce projet va essayer de régler les vrais problèmes du secteur minier, mais évidemment, il n'y parviendra pas sans une très forte volonté politique de la part des autorités congolaises. Et comme elles ont été quand même relativement très inactives depuis plusieurs années sur cette question, on se demande si leur position vis-à-vis de l'artisanat minier va changer. Mais ce qui est clair, c'est que la RDC est confrontée à un vrai problème, comme je le disais, de très grande ampleur, parce que 2 millions de personnes, ça fait beaucoup, et il faut le prendre à bras-le-corps, non pas simplement miser sur le développement du secteur minier industriel, mais essayer de trouver une vraie place pour les artisans miniers et formaliser leur activité. Ça nécessite une volonté politique très forte et soutenue dans le temps parce que, comme je le disais, c'est 2 millions de personnes et c'est un territoire extrêmement vaste où on trouve des mines à peu près partout. Thierry Vircoulon, directeur pour l'Afrique centrale à l'International Crisis Group. Ça va pour les comptes de la Voix de l'Amérique à Kalebi. La campagne de la vente de la patente ou taxe sur les produits commerciaux, c'est la vente qui a été initiée par la direction des recettes du Katanga, antenne de Kalebi. La cérémonie a commencé, c'était le vendredi de la semaine dernière. C'est une cérémonie qui a coïncidé avec le recouvrement forcé de la vignette ou taxe automobile. La direction des recettes du Katanga, d'ERCAT antenne de Kalebi, a procédé au recouvrement de cette taxe automobile sur tous les véhicules ainsi que toutes les motos qui circulent sur la voie publique ici à Kalebi. Plusieurs motos ainsi que beaucoup de véhicules ont été mis en fourrière et les conducteurs, soit le propriétaire des motos et des véhicules, se sont précipités à la direction des recettes du Katanga pour payer leurs vignettes. C'est Richard, journaliste citoyen en Mbuji-Mayi au Kata oriental. Cette journée de réflexion tenue par les organisations de droits de l'homme pour les élections sur l'évaluation du processus électoral et les scrutins de novembre 2011. Et cette activité a pu aboutir à certaines recommandations à soumettre à l'Assemblée nationale par rapport à la révision de la loi électorale et de tous les textes relatifs aux élections en RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
De la défense de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs devaient terminer hier à Goma leurs travaux sur la création d'une force internationale neutre. Idriss Fall. Et sur ce qui est sorti de cette réunion des 7 ministres de la Défense de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, j'ai joint à Goma Julien Paloukou, qui est le gouverneur du Nord Kivu. Effectivement, les ministres de la Défense de 7 pays membres de la CIRGL qui sont réunis à Goma sont effectivement tombés d'accord sur la mise en place d'une force internationale neutre avec mandat de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies, qui comprendra des troupes des pays africains, bien évidemment en affirmant le principe sacré de la cessation immédiate des hostilités et le retour aux positions qu'occupait le M23 à la date du 30 juin 2012. C'est cela les grandes décisions qui sont sorties de ces assises de Goma, regroupant les 7 ministres de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Au sommet de Kampala, il y a eu un problème sur la participation des forces rwandaises. Est-ce que le Rwanda va participer à cette force neutre maintenant? Non, le principe a été levé par rapport aux pays de la région qui, d'une façon ou d'une autre, pourraient avoir des implications directes dans les conflits à l'Est. Vous savez que le Rwanda a des FDLR qu'il estime être une menace contre son pays, l'Ouganda également, à la LRA, la RDC, à tous ces groupes armés. La conférence des ministres a estimé que les Rwandais, tout comme l'Ouganda, la RDC et le Burundi, ne pourront pas participer à cette force internationale pour veiller sur la neutralité, comme cela a été retenu comme principe de la constitution de cette force. Si le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ne participent pas, quels seront les pays qui vont participer alors? On n'a pas dit les pays membres de la conférence internationale sur la région des Lacs. On a parlé des pays africains, c'est-à-dire tous les autres pays excepté le Rwanda, l'Ouganda, la RDC et le Burundi pourraient effectivement participer, comme c'est le cas de la Tanzanie, du Kenya, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de la Zambie et bien d'autres pays qui seraient intéressés à donner leur force. On n'a pas parlé d'une force qui va regrouper les pays membres de la CIRGL, mais des pays africains. Quels pays africains? Lesquels? Le principe qui a été retenu n'a pas évoqué nommément les pays qui devront participer, parce que à la fin de la réunion des ministres de la CIRGL, un rapport devrait être présenté dans 2 ou 3 jours au président de la conférence internationale, qui est le président Museveni de la République de l'Ouganda. À son tour, il va convoquer le sommet des chefs d'État des pays membres de la conférence internationale, qui devra saisir l'Union africaine. L'Union africaine devra également saisir à son tour l'ONU, et tout cela devra se passer dans moins d'1 mois, tel que cela a été édicté par la réunion des ministres. Même si les 3 ou 4 pays cités ne participent pas à la constitution de la force, eh bien d'autres pays africains qui font partie des grands ensembles africains comme la SADC, comme la CEAC, comme la CEDEAO, vont devoir mettre à contribution leur pays ou leurs forces pour mettre un terme à ces conflits qui ont terminé dans cette partie de la République. Est-ce que cette force va seulement combattre le M23 ou bien aussi va s'apprendre au FDLR et à la LRA et les autres groupes rebelles ou Maïmaï? La force internationale neutre va s'attaquer à toutes les forces négatives qui ont été citées dans la déclaration d'Addis Abeba et Kampala, à savoir, primo, les M23, secondo, les FDLR, tertio, les ZDF Nalu, qui sont des rebelles ougandais présents dans la province du Nord Kivu, et quarto, tout le groupe Maïmaï qui pilule dans la région, mais à toutes les forces négatives qui sont localisées dans la province du Nord Kivu, telles que je viens de les énumérer. On a dit que le M23 a été soutenu par le Rwanda. Est-ce que ça ne présente pas de risque à ce niveau-là? Oui, comme l'a si bien dit le président de la République, Joseph Kabila, c'est un secret de polichinelle. Les rapports de Nations Unies l'ont attesté, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a estimé que des pays sur qui peuvent certains soupçons ne peuvent plus être parmi ceux-là qui doivent être des forces devant mettre fin à ce conflit. C'est ce principe qui a présidé à l'écartement de certains pays de la région pour faire partie de cette force internationale neutre. Julien Paloukou, gouverneur du Nord Kivu, à Goma. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Il compte empêcher la tenue à Kinshasa du prochain sommet de la francophonie. Des Français d'origine congolaise réunis en association ont saisi la justice française. Ils réclament la relocalisation du sommet qui doit avoir lieu du 12 au 14 octobre et reprochent au président de l'Organisation internationale de la francophonie de ne pas condamner les violences qui secouent depuis des années le pays. Les violences notamment dans l'est du pays. Les ministres de la Défense des Grands Lacs qui seront réunis aujourd'hui à Goma vont se pencher sur la situation. Les ministres de la Défense qui vont débattre du projet de déploiement d'une force neutre dans l'est du pays. Au même moment, les autorités congolaises réfléchissent à une réponse nationale à cette instabilité chronique. Kamanda Muzembe. François Mwamba-Tshimbi croit qu'il faut s'adresser aux États-Unis d'Amérique. Selon le leader du regroupement politique ADER, Alliance pour le développement de la République, l'Africom, le commandement américain pour l'Afrique, pourrait jouer le rôle de la force internationale neutre convenue au sein de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. François Mwamba. Africom contre CONI? Alors, pourquoi pas Africom contre les FDLR ou encore contre les M23 ainsi que contre toutes les autres forces négatives qui, en clouant la RDC au sol, empêchent systématiquement la sous-région, l'Afrique, voire le reste du monde, à résoudre les problèmes de faiblesse de croissance économique ou d'expansion du terrorisme. Le CDPS, le Congrès de démocrates pour le progrès social, demande, lui, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. François-Xavier Belchika, le président du CDPS. Des mesures de crise dans le cas d'espèce qui peuvent se résumer en, premièrement, la constitution d'un gouvernement de salut public qui comprendrait tous les patriotes congolais. Le premier objectif, c'est méditer et réfléchir pour voir comment mettre fin à cette agression extérieure, n'est-ce pas, qui est devenue récurrente. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI.